Première question. 2020, est-ce que vous acceptez que les candidats acceptent de faire un débat? Si vous êtes candidat à la présidence, s'il y a candidat à la présidence, si mon ami Kaba Ousmane est candidat à la présidence, débat entre les candidats sur vos projets de société, sur votre capacité de faire aboutir ce que vous dites là. Et nous choisirons en fonction de la compétence. Nous choisirons le plus sérieux, le plus efficace, celui qui rassemble. Ça, c'est la première question. Je serai bref sur la deuxième question. Vous avez été Premier ministre. Vous parlez gentiment de démocratie et de développement. Qu'est-ce qui vous a empêché, vous, Premier ministre à l'époque, de taper sur les collines que vous dénoncez, de commencer à mettre des infrastructures sur place? Qu'est-ce qui vous a empêché? Je ne suis pas là pour provoquer, je veux que 2020, qu'on ait ce qu'on appelle un vrai président. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, je m'appelle Soumal Mami, je suis président du cercle de réflexion Agir pour la Guinée et cofondateur du mouvement GPT Renouveau. Ma question est la suivante. Avec l'entêtement du pouvoir public guinéen face à la résistance de la population, Monsieur Lansana Kouyaté, ne craignez-vous pas une nouvelle transition en Guinée? Et en cas de transition, quel est le conseil le mieux approprié que vous donnerez à cette nouvelle équipe transitoire? Je vous remercie. L'ancien Camara, à sa première question, si en 2020, j'accepterai le débat, je réponds sans hésiter oui. Je vais vous rappeler aussi à ce titre qu'en 2010, il y a eu projet de débat au premier tour. Mais malheureusement, certains n'ont pas voulu. Mais moi j'ai dit oui. J'ai dit je suis prêt. Regardez là où je regarde, vous saurez qui n'a pas voulu. Et ça a découragé parce qu'on voulait être là au complet. Alors, Monsieur Camara, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour, comme on le veut, que ce soit au premier ou au deuxième tour, qu'on prenne ça où on veut, moi je suis prêt au débat. C'est pas parce que j'ai une quelconque prétention, mais c'est parce qu'on le doit au peuple. Vous avez dit qu'on déclame des projets. Il faut que tout le monde en déclame. Ça ne doit pas s'arrêter là. Ce n'est pas celui qui vient. Peut-être que tous les partis auront même le même programme. Parce que les partis se copient les uns les autres. Mais qui est capable de le faire? Qui est constant dans ses idées? Qui veut vraiment, au-delà de tout ce qu'il y a comme slalom dans la vie des partis politiques, qui est prêt à aller jusqu'au bout et à accepter que, à l'échéance intangible, qu'il quitte pour que d'autres continuent. Surtout ça. Mais je suis donc prêt à ce débat. Avec ton ami, avec ton oncle, avec ton frère, avec quiconque sera là pour débattre dans l'honnêteté et dans la sincérité. Premier ministre, pourquoi je n'ai pas mis, vous avez dit infrastructure, mais je crois que vous parlez, parce que vous avez parlé de Premier ministre, démocratie, vous voulez parler des institutions. Je vais vous dire aujourd'hui une vérité, que vous n'appréhendiez pas. Tous ceux qui parlent de Kouyaté Premier ministre en 2007 disent « Ah, c'est le peuple qui l'a choisi ». Vous oubliez une chose très importante. Disons-nous la vérité. Est-ce que les syndicalistes, la société civile, ont gagné leur bras de fer contre le président Conté? Non. Non. L'état de siège a été décrété. Moi, je n'étais pas nommé encore Premier ministre. L'état de siège, qui n'est pas l'état d'urgence, parce que l'état de siège
est différent de l'état d'urgence parce que l'état de siège, on est confiné, on ne sort plus. Ce que vous ne savez pas, j'ai fait 2 voyages aller-retour sur Conakry. Et je me suis entretenu avec le président Conté qui voulait me nommer déjà depuis belle lurette Premier ministre, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je vous le dis ici, aujourd'hui, et tout le monde, je l'ai dit une fois, je ne voulais pas. Et j'avais mes raisons. Mais quand des gens sont morts, et surtout quand on m'a appris que finalement la conclusion de guerre lasse que les syndicalistes ont trouvé avec le président, on va lui remettre le nom, 3 ou 4 noms. Dès que j'ai appris que mon nom était là-dedans, j'ai dit à ma famille, je dis, cette fois-ci, c'est inévitable. Si je suis appelé, parce que je ne peux pas dire non. Les gens sont morts. C'est ce qui m'a fait venir. Ce que je vous dis là, si vous voulez que je vous donne les témoins, que tous les témoins que le président Conté m'avait envoyés, quand j'étais à d'autres fonctions, de rentrer pour être Premier ministre, à qui j'ai dit, poliment, je ne peux pas, et au président lui-même, poliment, que je ne veux pas. Ce n'était pas la fonction qui... Donc, quand ils se sont entendus, le président a accepté la proposition de choisir une liste. Je vous assure, moi j'ai dit que c'était une symphonie inachevée. Si les Tunisiens avaient fait ça avec Ben Ali ne serait pas là encore. Si les Égyptiens avaient fait avec Moubarak ne serait pas là encore. Mais en Guinée, c'est toujours une symphonie inachevée. Je respecte énormément le président Conté. C'est un homme du terroir. C'est un homme qu'il est difficile de convaincre, mais convainc-le, il te suit. C'est ce que je retiens de lui, en tant que personne. Et je le témoignerai devant n'importe qui. Baïlo a parlé de gouvernement de consensus. Ce n'est qu'une petite anecdote. Le président Conté n'aimait pas le terme gouvernement de consensus. Parce que ça lui rappelait peut-être quelque chose. On s'est trouvé un jour sous sa paillote à Lansana, au lac, et c'était le journal télévisé. Et mon ministre de la Communication d'alors, qui aimait trop le mot, parle de gouvernement de consensus. Le président Conté me regarde, il dit, Premier ministre, c'est quoi gouvernement de consensus? Je lui dis, gouvernement de consensus veut dire que vous avez nommé un gouvernement et que toute la Guinée est d'accord là-dessus. Il dit, ah bon. Si je vous dis, au moment où on me disait, il te bloque, Conté ne m'a pas bloqué. J'ai voulu avoir un gouvernement le plus réduit. 19 ministres, il a cédé. Il ne voulait pas au départ, il a dit, non, on n'a jamais vu ça ici. J'ai dit, président, je ne suis pas venu pour gérer les habitudes. Il a accepté. J'ai dit, avant ça d'abord, il faut sortir la liste des ministères. C'est la triptyque. Objectif, organisation et ressources humaines et matérielles. On a l'objectif. On veut que la Guinée sorte de cette crise par mon arrivée, pas par mon arrivée, mais vous avez pu trouver une solution entre vous et ça aboutit à cela. Maintenant, l'organisation, ça c'est les ministres. Mais on a l'habitude de confier des postes à des personnes, affecter des postes à des personnes au lieu d'affecter des personnes à des postes. Je dis, président, ça doit s'arrêter. Sortons d'abord la structure. Je l'ai convaincu, il a accepté. On a sorti la structure. Dans cette structure, il voit ministre de la Défense. C'est moi qui ai fait le projet. Mais c'était lui, le ministre de la Défense, il y a longtemps. Il me dit, mais pourquoi tu mets ministre de la Défense? Il dit, c'est moi. Je dis, non, ça ne peut pas être vous. Il dit, pourquoi? Je dis, parce que vous êtes chef de l'État, vous n'êtes pas ministre. Je dis, président, dans tout pays où vous voyez que le président a le portefeuille de la défense, de deux choses l'une. Ou il ne fait pas confiance en son armée et son armée ne lui fait pas confiance, c'est le cas ici, il dit non. Ou alors on est dans une crise.
est-ce que c'est le cas? Il dit non, la crise est terminée. C'est sur ça qu'il a accepté. Il dit bon, j'accepte, enlève et mets un autre. Mais, mon civil Samako, je dis ça, je vous le concède, pourvu que le ministre qui sera là, quand on est en conseil de ministres, qui vienne en tenue civile. Une exigence qui n'a pas été toujours respectée parce que parfois il venait de la réunion de l'état-major et puis il courait et il était en tenue militaire. Il a eu l'élégance de me demander de lui désigner 3 au moins de ses militaires et il va choisir un pour être ministre de la Défense. Il faut connaître la psychologie de l'homme. Je savais le premier qu'il voulait. Et après celui-ci, le deuxième qu'il voulait. Et après celui-ci, le troisième qui était possible. Je lui ai donné la liste exactement comme il le pensait. Mais lui, il a pensé que c'est plutôt ma volonté, ça, et que c'est le premier qui me plaît, après lui le deuxième, et après lui le troisième. Il s'est oublié lui-même. Le premier, il dit oui, il est bon, mais il va attendre. Le deuxième, il va attendre. Prenons le troisième. C'est le troisième que moi je voulais. Je vous dis tout ça là pour vous dire que le président Conté avait les pouvoirs. Hein. Il a voulu, même qu'on mette, les syndicalistes ont voulu qu'on mette le nom, qu'on mette premier ministre dans la Constitution. Le gouvernement a refusé. Les institutions républicaines ont refusé. Qu'est-ce que je peux? Aucun de ces ministres n'est resté. Il y a eu un seul ministre de Conté qui est resté dans mon gouvernement. Il a accepté. Il a fallu que je le convainque. Même la passation de service entre lui et mon nouveau ministre de la Défense, Conté l'a accepté parce que je l'ai convaincu. Mais, n'oubliez pas d'abord que je n'ai fait que 15 mois au grand mot et au bas mot 13 parce que j'ai pris tout mon temps pour former mon gouvernement. En ce moment, comme cela sait se faire à Conakry, le président a déchiré. Toutes sortes de rumeurs que j'entendais. J'ai eu là, le décret signé par le président dans ma poche, au moins une semaine encore. J'étais en train, parce que je ne voulais pas nommer un ministre avant de l'avertir. Chez nous, c'est tellement facile. Vous êtes dans la rue, les gens vous félicitent, vous dites pourquoi. Ah, tu es nommé ministre. On t'enlève, c'est la même chose. Tu n'es pas informé, à quoi, tout ça là, c'est quoi? Pourquoi cette torture? Donc, pour les infrastructures, comme je l'ai dit tout de suite, je n'ai pas commencé par les infrastructures. Si c'est d'infrastructures que vous voulez parler, j'ai commencé d'abord par faire baisser les prix. Vous le savez très bien que les prix ont baissé. Je n'ai su que la mayonnaise Bama était prisée des Guinéens que quand le prix est devenu minimal. Les gens ont pensé que c'est parce qu'on a fermé les frontières, ça n'avait rien à voir. C'est la gestion monétaire qui a été menée. On ne dépensait que sur base caisse. Ce qu'on n'a pas, on ne dépense pas. Ça, c'est l'État. Et en quelques mois, le dollar que j'ai trouvé à presque 7900 pratiquement, en 6 mois, c'est tombé à d'abord 4000 et ensuite c'est descendu jusqu'à 2500. Vous savez, puisque vous suiviez à partir d'ici, c'est faisable. Mais et les infrastructures? L'océan Atlantique que tuait chaque année des gens qui quittaient Conakry pour les îles de l'Os, 15 minutes par pirogue. J'ai envoyé des traversiers, 2 traversiers, fabriqués en Norvège et montés en Guinée. Ça a sauvé des vies humaines. Et les bus, on en parlait tellement que les gens disaient maintenant, quand on demandait aux gens, comment tu vas partir? Non, je rentre dans Kouyaté. On m'insultait tous les jours. Parce que ces bus étaient appelés bus Kouyaté. Mais chaque jour, on rentrait dans moi. Voilà des choses. Les panneaux solaires.
J'ai commencé, j'ai osé commencer. J'ai dit, il faut commencer. Aujourd'hui, la luminosité est faible. Ceux qui travaillent, les scientifiques, ils ont dépassé cette phase, ils sont dans la recherche de l'amélioration d'une autre luminosité qu'on peut adapter là-dessus. Et je vous jure que les lampes là étaient conçues comme ça. Mais quand le dénigrement du prédécesseur est devenu une politique pour le successeur, je ne suis même pas le prédécesseur, je n'ai été que premier ministre, mais ils sont venus et ils ont laissé ces panneaux qu'il fallait nettoyer simplement. Mais au lieu de ça, ils ont apporté, d'où je ne sais pas, d'autres panneaux qui n'ont même pas fait un mois. Voilà les conséquences. Dans la Constitution, on doit prescrire à un moment donné que tout ce qui est fait de bien par un prédécesseur, ceux qui viennent ne doivent pas le toucher. Que ce soit contraignant. Sans quoi vous avez des gens qui s'amusent à ça, détruire. Pour simplement dire, ah, j'ai fait de mieux. Mais si tu fais de mieux, tout le monde reconnaîtra. Quand j'ai demandé que l'aéroport, pour le cinquantenaire, soit revu, avant qu'on construise, et j'avais l'accord de la Sierra Leone là-dessus, un aéroport vers Forêt-Kalia qui allait desservir la Sierra Leone, qui a un problème de terre, parce que l'aéroport est à Lungi, et Lungi, c'est un fleuve qui le sépare, n'est-ce pas, de Freetown. Et ils étaient d'accord, et on devait faire un aéroport de première classe à Forêt-Kalia. Mais d'ici là, vous, l'ancien camarade, c'était au cours d'une réunion pareille, vous m'avez demandé. Ah, on critique Alpha en ce moment, vous étiez son supporter inconditionnel. On critique Alpha, mais moi j'ai été. Et l'aéroport que j'ai vu, c'est extraordinaire. Je vous ai répondu, merci d'avoir apprécié un geste que j'ai posé, un acte que j'ai fait, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je ne vous condamne pas de l'avoir soutenu. Beaucoup l'ont soutenu, moi-même je l'ai soutenu. Puis au second tour, je suis venu. Mais quand on est déçu, on est déçu. Ce n'est pas une affaire personnelle. Les 100 premiers jours déjà, j'ai dit que le bilan était déjà globalement négatif. Je l'ai dit les 100 premiers jours. Et tout le monde a il s'empresse. Ah, il s'empressait, mais on est là-dedans aujourd'hui. C'est vous dire que vous pensez peut-être tellement c'était après un événement particulier, vous pensez que Kouyaté est venu, qu'il aurait eu le temps de... Non. Je dis bien, j'ai commencé mon exposé en disant il faut commencer d'abord par assouplir la vie pour les Guinéens. Il faut faire les travaux d'infrastructure en même temps. Et pas biaiser avec. Je vous ai parlé des grands travaux. Et je vous assure, ce n'est pas l'argent qui manque. L'argent ne doit pas manquer à la Guinée. Sogipani, c'est ma création. C'est moi qui ai dit que les ressources du sous-sol peuvent rester au sous-sol. On crée une société qui déjà est cotée en bourse et qui finance. Même le sous-sol est financé. Mais c'est pourquoi je ne crains pas de dire mon projet. Dis-le. Un autre n'a qu'à essayer de le faire, il ne le fera jamais comme on doit le faire. Donc je n'ai aucune peur de le dire. Je n'ai aucune inquiétude. Alors, donc, pour votre réponse, c'est cela. Pour ce qui concerne, si vous voulez parler plutôt, parce que vous avez parlé de démocratie, si vous voulez parler de superstructure ou d'institution, j'aurais tout fait pour que l'Assemblée, le président de l'Assemblée, paix à son âme, accepte que des élections soient organisées. Je lui ai dit, votre mandat a déjà expiré depuis bientôt 3 ans. Mais vous regardez votre montre le matin, le soir, à midi, quand vous vous lavez, quand vous dormez, pour savoir quand le président va mourir, pour que vous assumiez l'intérim. Ça ne se fera pas, vous n'aurez pas le temps. Parce que vous êtes hors mandat. Donc vous n'êtes plus légitime.
quand ça arrivera, ce n'est pas les agriculteurs qui vont venir prendre le pouvoir, ce n'est pas les étudiants, ce n'est pas les pêcheurs, c'est les militaires. Je dis en ce moment, comme tu n'acceptes pas, demandez aux partis politiques, les partis politiques qui sont sincères vous le diront, j'ai eu au moins une dizaine de réunions avec les partis politiques. Tous les partis aussi n'étaient même pas d'accord. À part le PUP, il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà là où les réformes institutionnelles avaient commencé et là où ça s'est arrêté. Ce sont des choses qu'il faut continuer. La haute cour de justice est-elle mise en place? Non. De quoi a-t-on peur? C'est une institution qui est prescrite, qu'on doit mettre en place. Pourquoi a-t-on peur? Les conseils régionaux sont-ils mis en place? Pourquoi nous ne sommes pas capables, en tant que pays indépendant, de respecter les dates des élections? Indépendant depuis bientôt, on va vers les 60 ans là. On est incapable de respecter ne serait-ce que les dates. Et on va toujours de glissement en glissement. Les conseils communaux, les élections ont eu lieu. Est-ce que tous les maires sont encore installés? Jusqu'ici, non. Il y a des villageois qui sont chassés. Le village de... ça s'appelle comment? Le village de Tron, là. Où les gens ont fui. Komodou? Non, c'est pas... Hein? Komodou. Les gens ont quitté. Ils sont en dehors de la ville. Par la tension qui est née. On a arrêté certains. Ça, c'est entre RPGistes. On a arrêté certains. Eux aussi, ils disent qu'on veut les libérer. Ils disent qu'ils ne sortiront pas tant qu'ils ne savent pas pourquoi on les a arrêtés. Il y a de l'électricité dans l'air. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, c'est ça la vérité. Je vais m'arrêter là pour ta réponse. Madame Mayenne Issouma, et la préférence au sol ou au sous-sol, c'est au sol et au sous-sol. Il n'y a pas d'alternative. Qu'est-ce que nous tirons du sol? Ce n'est pas ce que nous tirons du sous-sol. Quiconque vous dit qu'il va hiérarchiser, il fait erreur. Les travaux d'infrastructure à faire pour le sol, dans le domaine agricole, dans le domaine attachant l'élevage, dans le domaine de la pisciculture, tout ce que le sol nous donne comme avantage, ça nécessite de grands travaux aussi. Je suis moi-même dans l'agriculture. À Yonponi. Demandez ce que j'ai fait là-bas. Mais même les aménagements coloniaux, il y a le reste là-bas. Mais tout est abandonné. On peut développer l'agriculture sans maîtriser l'eau. Il y a eu des saisons de pluie où ça a été la catastrophe. J'ai été à Tenkiso, dans Dingirai. C'était une catastrophe. Enfin, les gens ont suivi à l'époque ce voyage-là, parce qu'on ne pouvait même pas accéder au village. Il faut aménager. Il faut aménager. Et donner l'aménagement aux aménageurs, ceux qui savent le faire, pour qu'il y ait aménagement, pour qu'il y ait maîtrise de l'eau. L'agriculture, oui. On va continuer à vivre d'agriculture de rente, de subsistance. Il faut transformer. Mais on dit, les Guinéens, on se plaît à dire on est 80% ou 90% de paysans. 90% qui n'arrivent pas à nourrir les 100% de la population. On importe. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être dans les 400 000 tonnes de riz. Mais cela demande un travail énorme. Pendant ce temps, on ne dira pas on va finir ça. Après, nous occuper du sous-sol. Le sous-sol, je viens de vous donner une idée. J'ai dit, le sous-sol, certains pays le font déjà. Le Botswana est cité parmi les meilleurs gestionnaires du sous-sol. Le Botswana. Parce qu'ils sont d'abord sérieux. Et il y a le civisme, ce que les Guinéens n'ont pas forcément. Pas de corruption. Et la gestion de leur sous-sol est maîtrisée.
Dans la distribution des, comment on les appelle, des lots pour la recherche du pétrole, la Guinée était citée en Norvège comme étant le plus mauvais exemple du monde. On a donné tout le littoral à Hyperdynamique. Toute la côte guinéenne. On donne ça à des gens qui ne sont même pas listés, qui ne sont pas reconnus internationalement. J'ai dit à l'époque, vous vous trompez. Ces gens-là ne feront rien. D'abord, le pétrole qui existe en Guinée, ça existe, mais c'est un peu loin de nos côtes. Mais on ne donne pas toute la côte à une seule entreprise. On fait des lots et on voit, on sélectionne et on donne à ceux qui peuvent exploiter. Mais qu'est-ce que ça nous sert aujourd'hui, la bauxite? La Guinée produisait, je crois, si j'ai bonne mémoire, maximum 7 millions de tonnes an. La Chine, qui était approvisionnée par l'Indonésie et par la Malaisie, les Malaisiens et les Indonésiens ont commencé à approvisionner leur propre industrie. Parce qu'eux aussi, il y avait beaucoup de problèmes environnementaux. Ils ont décidé de couper l'approvisionnement à la Chine. La Chine s'est tournée vers la Guinée. Aujourd'hui, on doit être vers les 37 millions, 45 millions de tonnes de bauxite. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Le sous-sol est fait pour être transformé sur place. Mais pourquoi on est toujours victime? Je peux vous citer certains grands Européens qui ont tenu des mots sur l'Afrique, mais des mots qui devraient nous faire penser par 100 fois avant d'amorcer notre développement industriel. Non, c'est pas ça. Bref, ce sont des Européens, j'avais même des citations précises, depuis Helmut Kohl jusqu'au ministre Sapin. Tout ce qui a été cité, ce que Sarkozy a dit, ce que les autres ont dit, j'ai tout ici. Ils disent, Helmut Kohl l'a dit, en 87, si j'ai bonne mémoire, il dit, nous n'allons pas commettre la même erreur vis-à-vis de l'Afrique que nous avons commise avec l'Asie. On a laissé les Asiatiques transformer leur sous-sol, s'industrialiser, et aujourd'hui, ils nous tiennent la dragée haute. On ne laissera pas l'Afrique s'industrialiser. Voilà le défi qu'on nous lance. D'autres ont parlé du même sujet sur la monnaie. Le franc CFA, le débat est en train de se faire. Quand on dit que le franc CFA est convertible, vous pouvez changer vos francs CFA ici. C'est une convertibilité qui se joue à la Banque de France, sur les comptes d'opération. Mais une monnaie que l'individu ne peut pas changer. Est-ce qu'on peut appeler cette monnaie convertible? Moi, ce que je vous dis là, je l'ai dit, à ceux à qui de droit. Je dis, et puis à plus de cela, rien que de façon symbolique. Pourquoi on appelle nos monnaies encore francs? Les Français, d'où ça vient, l'ont abandonné. Ce n'est plus franc là-bas, c'est euro. Pourquoi on va continuer avec le mot franc? Et là, je mélange la Guinée et les pays de la zone franc. Tous ceux qui parlent de franc, ce n'est pas un signe qui soit international. Le Ghana, ils ont le CEDI, non? Le Nigeria, le Naira. C'est un signe monétaire souverain. On a eu le Syrie. Si le Syrie peut heurter, on n'a qu'à l'appeler Nimba. On a des défis. Madame, on a des défis. Le sous-sol
ne nous rapportera rien. À l'heure actuelle, à la fameuse London Market Billion Association, c'est le fixing de Londres, la tonne de bauxite vaut combien? 55 €. La tonne d'alumine vaut 700 € jusqu'à avant-hier. Ce sont des choses que je suis. 780 la tonne d'alumine contre 55 € pour la bauxite. La tonne d'aluminium, c'est 1880 €. On va laisser tout ça là pour nous contenter. C'est ce qu'on appelle l'économie de rente. C'est ce qu'on appelle l'économie de rente. On est en train de puiser. Et ne pensez pas que les ressources du sous-sol sont inépuisables. Ce n'est pas inépuisable. La bauxite vient de France. Ça a été découvert ici là, pour la première fois. À Beau, en Provence. Ça s'appelait bauxite. Ou poudre d'alumine. C'est un savant, un chimiste franco-allemand qui l'a trouvé. Avant la guerre, la France avait épuisé déjà ses ressources. Les États-Unis ont commencé. La Guinée n'est venue que tard. Hein. La mine de Débélé, où opérait Obeka, est déjà totalement entamée. Et c'est en train de finir. C'est pas le sous-sol travail aussi. Le sol travaille. L'environnement, c'est une réalité. Il y a des cours d'eau qui disparaissent chez nous. Celui qui parlait tout de suite de son Sumba, si ce n'est pas dragué, ça va disparaître. Tous nos cours d'eau ont besoin d'être dragués. Mais on est là, on s'assoit. Même l'autorité du bassin du Niger, qui existe pour le Niger, allez aujourd'hui à Sigiri, Kankan, Kouroussa, en saison des pluies, vous avez encore du sable. Ne pensez pas que ça ne peut pas disparaître. Moi, j'ai été à Tombouctou, où j'ai vu l'ancien lit du Niger. Il n'y a plus de lit là-bas. C'est fini. Bouché. Parce qu'on n'a pas voulu entretenir. La rivière Komoni, qui est, n'est-ce pas, confluent du Niger, il y a maintenant une rivière qui s'appelle Komoni. C'est un petit filet d'eau. Ouassa, c'est parti. Ouassa, c'est totalement parti. Donc, la nature est en train de changer à notre détriment. Et nous sommes assis et nous regardons. Parce que simplement, on ne veut pas faire le simple acte. Quand vous voyez l'eau d'ici, parfois, les endroits qui sont bien entretenus, vous les voyez purs, même à les voir, et vous pensez à nos eaux, vous vous dites, mais pourquoi? Donc, pour moi, l'ordre de priorité n'est pas défini. Il faut le définir. Le sol est très important parce que c'est là que nous tirons la nourriture. Ça mérite des aménagements. On ne doit plus se contenter de vivre d'économie de subsistance. Nous devons pouvoir... C'est 2% d'agriculteurs américains qui nourrissent toute la population américaine. Et qui nous exportent le reste de leur production, que l'État achète. L'État américain achète. Le PL 480, PL 480. C'est ceux qui nous envoient. C'est pas pour nous aider, c'est pas pour nous plaire, mais c'est parce qu'on leur plaît, mais c'est parce que aucun président américain ne viendra pour dire aux agriculteurs, non, je ne peux pas vous aider. Vous produisez trop. Chaque fois que l'Amérique a trop produit, ils ont trouvé des solutions. La solution, c'est de payer ceux qui produisent en surplus et envoyer ces surplus chez nous. C'est ce qu'on appelle PL 480. On donne au gouvernement et le gouvernement doit normalement les vendre pour la subsistance, mais garder l'argent à un compte qui appartient à l'État, mais surveillé par les États-Unis. Voilà la solution qui a été trouvée. C'est 2% de la population qui nourrit 450 millions d'habitants. Et nous, 80% n'arrivent pas à nourrir les 100%. Donc c'est un problème épineux, tout comme le sous-sol. Tant qu'on vivra dans la mentalité d'économie de rente, prendre nos matières premières, exporter,
ça ne servira à rien. On ne bougera pas. Les pères fondateurs de l'Union européenne, je l'ai rappelé aux Européens, c'était au Portugal, lors du premier sommet Europe-Afrique. J'ai dit, l'Europe nous a aidés dans le commerce. Il y a eu le STABEX, la stabilisation des produits d'exportation, qui sont généralement agricoles, et il y a eu le SISMIN, la stabilisation des produits miniers. Je dis, c'est bien. Mais les pères fondateurs, Robert Schuman, Adam Weir, et qui sais-je encore, ils étaient au moins 4 ou 5, ils ont mis dans la partie Europe-Afrique que vous devez vous occuper de l'industrialisation de l'Afrique. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous nous limitez au commerce. Bien, vous stabilisez nos prix, même si les prix baissent, vous nous donnez toujours le même montant. Mais quand ça monte, vous nous donnez toujours le même montant aussi. Donc on ne sait pas où est le gain. Je leur ai dit. Je dis, c'est parce qu'on a faussé la donne. Eux, les pères fondateurs, ont dit industrialisation. Et vous nous avez ramené au commerce. Vous dites l'OMC est créé, vous ne pouvez plus continuer avec le SISMIN et le STABEX. Vous voulez donc qu'on soit comme n'importe qui. Voilà des réalités qui existent. Je ne sais pas si cela vous convainc. Si ça ne vous convainc pas, faites en sorte que votre parti le porte. Mon ami Kabele, n'est-ce pas, je vais lui conseiller. Je dis qu'il a une représentante ici qui le défend beaucoup. Alors il n'a qu'à défendre le choix entre le sol et le sous-sol. Almami Souma, une nouvelle transition, quel conseil à l'équipe de transition? Je crois qu'il est prématuré de parler de ça. C'est un sujet très sensible. Mais il faut savoir où on va, comment se présentent les choses. Au moins, sur l'état de la situation, on peut déjà la faire. C'est pourquoi j'ai dit, c'est inutile de nous cacher. On dit, ah, le président n'a pas dit encore. Et on veut attendre qu'il dise, alors qu'il le dit. La campagne est à l'intérieur et à l'extérieur. S'il ne l'avait pas dit, le premier qui a dit, je me rappelle, c'était Bangali Kourouma en Zérékoré, il allait le sanctionner. Il ne l'a pas fait. Plein d'autres l'ont dit après. Il est resté comme ça. On sait qu'il visite des États. Et nous aussi, on a quand même nos connexions. Où il va leur demander de l'aider à avoir un autre mandat. Il n'y a pas de changement de la Constitution. C'est l'affaire du 3e mandat. Et peut-être du 4e. Et assoyons-nous. C'est ça la vérité. Qu'on le veuille ou pas. Je n'ai rien contre l'homme. Mais ces méthodes-là ne sont pas bonnes. Quand on s'est engagé à respecter un code, quand on s'est engagé à respecter une constitution et qui décrit des intangibilités, c'est-à-dire qu'aucune constitution ne peut plus abroger les 2 mandats, ni consécutivement, ni même après. C'est fermé. C'est fini. Mais pourquoi lui s'approche? Il va changer. Il pense encore. Il le pense encore. Donc, pour cette nouvelle, il doit y avoir une nouvelle transition, franchement, ce qui nous a amené à ça, on le sait. Mais les mêmes causes feront toujours les mêmes effets. Si nous voulons, si jamais il y a une nouvelle transition, eh bien, il faut être très vigilant. Très vigilant. Pour savoir ce qui se passe en dessus, ce qui se passe en dessous, ce qui se passe entre les deux, on doit être informé de tout. Dès qu'on baisse un peu de vigilance, il y a eu des choses, hein, il y a eu beaucoup de choses qu'on ne peut pas ouvrir comme ça à l'opinion sans susciter encore plus d'inquiétude. Mais l'équipe de transition, s'il y en a, ce n'est pas mon premier choix, mais s'il y en a, il faut véritablement que tout soit travaillé pour que la Guinée ne continue pas à saute-mouton.
On saute, on tombe, après on saute encore, on tombe, après on saute encore, on tombe. C'est l'éternel recommencement. Pendant ce temps, des pays d'Afrique sont en train d'aller de l'avant. On n'entend pas parler de problèmes de... Même l'élection, rare. Quand les Bolsonaro le font, on n'entend même pas. L'île Maurice, il y a alternance tout le temps. Personne ne prête plus attention parce que c'est devenu banal. Mais attention, même eux, ils doivent être vigilants. Parce que c'était l'exemple du Bénin. Vous le savez bien. Le Bénin était cité en modèle. Mais aujourd'hui, patatras, quelqu'un est venu qui a dit qu'il ne fera même pas 2 ans. Ou un mandat. Et aujourd'hui, lui, il est en train de mettre les anciens présidents en prison. Donc, la vigilance doit être de mise. C'est ce que je voulais dire à Souma Albami. Je n'ai pas réfléchi fondamentalement à cette question, parce que je ne veux même pas penser qu'on aille jusqu'à ça. Je prie le président de la République de Guinée de se ressaisir et d'aller dans la direction du peuple, d'aller dans ce qui va faire de la Guinée un pays stable, d'aller dans la direction de la paix qui nous est chère à tous maintenant. La Guinée n'a pas eu de guerre, Dieu merci. Les 245 857 km² ont été préservés. Mais avec quel bénéfice? Vous allez à Freetown, un ambassadeur me l'a dit, il couvre Conakry et il couvre la Guinée et la Sierra Leone. Il dit, je te jure que Freetown présente mieux que Conakry. C'est pas une honte. Je lui ai dit, vous m'insultez. Il dit, oui, je sais, parce que vous accepterez d'être insulté si c'est la vérité. Qu'est-ce que j'avais à dire? Je prie le président. Je profite de cette tribune pour le prier de faire marche arrière. Marche arrière. C'est pas marche avant, c'est pas marche crin-crin. C'est marche arrière. Il n'a qu'à dégoupiller ce qui est en train d'être monté. Pour que les Guinéens aient le libre choix, conformément à la Constitution. Et puis, pourquoi attendre quelques mois avant la fin de son mandat pour poser ce problème? Pourquoi? Ça rend déjà suspicieux. S'il doit y avoir amendement, tant, les débats se feront après 2020. Quiconque est élu aura la charge de conduire, n'est-ce pas, cela. Une constitution se modifie, mais pas n'importe comment. Alors, voilà ce que je peux vous dire.